Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Maxime Longuet. Je suis 50% administrateur système, 50% développeur PHP. Et ça, depuis 15 ans. C'est long. Mais toujours heureux, donc ça va. Et ce truc qui est cool, c'est qu'avant, j'étais 50% dev, 50% ops. On ne savait pas comment je m'appelais. Maintenant, je suis DevOps. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, le dev et le DevOps, c'est pas juste quelqu'un qui sait faire du dev et quelqu'un qui sait faire de l'ops. C'est toute une culture qui va autour des 5 piliers du DevOps, mais on n'est pas là pour faire une con sur DevOps. Et surtout un DevOps libre. Donc je suis spécialisé dans le logiciel libre. Je suis un fervent défenseur du logiciel libre. Donc tout ce qui est Windows, Microsoft SQL Server. Pas trop, quoi. Microsoft fait un bel effort, effectivement. Je suis ravi qu'ils aient racheté GitHub. Effectivement, ils ont rajouté le noyau Unix, ouais, qui sont intégrés. Bah, en même temps, il fallait bien réussir à faire marcher Docker, quoi. Entrepreneur, donc j'ai une société qui s'appelle Itika, membre de l'April depuis longtemps, coordinateur de l'antenne à FUPEX Marseille, membre actif de PostgreSQL.fr, et ça tombe bien parce qu'on ne va pas en parler. Alors, l'idée, c'est de vous passer en revue rapidement les petits trucs sur l'optimisation MySQL MariaDB. Il n'y a pas vraiment de spécificité MariaDB MySQL. Hein. Vous savez que là, je vais être surtout sur la partie de conf. Donc, au menu, on va avoir le choix du moteur de stockage, très rapide. Les paramètres de configuration sur lesquels on peut jouer. Le système de cache qui existe aujourd'hui dans MySQL et Maria. Et les optimisations système, ce qui se fait bien, ce qu'on peut faire pour aller et avoir une base qui répond rapidement à vos besoins. Tout ça, en gros, ça va se passer dans PTC MySQL my.cnf. D'accord ? On va vraiment rester sur ce niveau-là des configurations du moteur. Ce qu'on ne verra pas, ça c'est important, on ne verra pas le bon MCD, le mauvais MCD. La troisième forme normale. Le bon choix des types de données. Hein, pourquoi utiliser un tiny int par rapport à un varchar? Ou pourquoi pas mettre un varchar 255? On ne le verra pas. La réécriture de requêtes SQL. Je ne vais pas vous apprendre à refaire vos requêtes SQL. Ce sera pour une prochaine conf où on fera les explain avec... c'est chaud. Et la bonne utilisation de doctrine. Hein, pourtant, il y a du boulot. Mais bien. Alors, en termes de moteur, qu'est-ce qu'on a comme choix de moteur? Aujourd'hui, je vais rester principalement sur les deux moteurs qui nous intéressent, soit InnoDB, soit MyISAM. Okay, on aurait pu parler d'XtraDB, de MariaDB, mais qui a été arrêté parce qu'ils ont repris le moteur InnoDB de MySQL 5.7. Et puis après, sur le dernier MariaDB, ils ont refait des évolutions d'InnoDB et de MySQL 5.7, donc c'est plus tout à fait le même, on ne sait plus trop où va Maria. Mais... Donc, en gros, sur le choix du moteur, si vous avez des problèmes de log de table, beaucoup d'inserts, InnoDB c'est mieux, d'accord? Mais le problème de InnoDB, qui a un avantage aussi, c'est que c'est acide. Donc acide, c'est que c'est un vrai moteur de base de données. Forcément, quand on est acide, ça perd des perfs. Hein, c'est pour ça que MySQL c'était bien avant, parce qu'il y avait du MyISAM. MyISAM, ça allait bien, sauf que c'est pas vraiment sûr que la donnée soit écrite sur le disque. Mais si vous avez un petit moteur simple avec beaucoup de lecture, pas beaucoup d'écriture, franchement, vous avez une meilleure perf sur du MyISAM. Avec un moteur un peu limité. InnoDB. Alors, le gros paramètre à voir quand vous faites de l'InnoDB, que vous avez des tables InnoDB, il y en a un, c'est InnoDB Buffer Pool Size. C'est en gros le cache principal où on met les données et les index de votre table. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon InnoDB Buffer Pool Size, je ne dois pas le mettre à 100 MB, 200 MB ou 500 MB. Non, il faut que je mette au moins 2/3 de la RAM. D'accord? Et ça, ce n'est pas les valeurs par défaut sur votre MySQL ou sur votre Maria quand vous l'installez. Donc en gros, un InnoDB Buffer Pool Size, 3 Go. Là, c'est bien. Vous commencez à couvrir en fait l'ensemble de votre base. Si votre base, bien sûr, fait que 200 MB, c'est pas la peine de mettre 3 Go. D'accord?
Par contre, si votre base elle fait bien son bon gig, son 2 gig, 4 gig, etc., bah, couvrons toute la base et mettons toutes les données, tous les index en RAM. Le problème, c'est qu'avant, quand on restartait MySQL, InnoDB, le buffer pool size de 3 Go, perdu. Au restart, vous ne l'aviez plus. Donc un petit truc sympa aussi, c'est que de conserver notre dump InnoDB quand on redémarre notre moteur MySQL. Donc ça, c'est bien de prendre en compte que ces deux directives, dump at shutdown et load at startup, à 1. Trois autres variables sur InnoDB qui sont intéressantes. La première, InnoDB log file size. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le journal de transaction. Alors le journal de transaction, en gros, le paramètre qu'il faut mettre, c'est que vous prenez votre base de données, vous étudiez un peu ce qu'elle passe en termes de données, vous prenez 1 heure de stockage. Donc pendant 1 heure, en gros, tout ce qu'elle insère, et vous mettez votre InnoDB log file size à cette valeur-là. InnoDB file per table. Alors ça veut dire que sur InnoDB, vous avez un gros fichier, à l'époque ça s'appelait IBdata, et que tout le monde laissait grossir et grossir et grossir, jusqu'au moment où on a atteigné les 10 mégas sur les anciennes versions de MySQL 5.1, etc. Ce qui est bien, c'est un fichier IBdata par table. Alors pour la perf, c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas, si vous laissez grossir vos bases et que vous voulez supprimer vos tables, bah, quand vous supprimez la table avec un InnoDB file per table, vous libérez l'espace de stockage. Si vous avez juste un seul gros IBdata où il y a tout dedans, et ben quand vous supprimez une table, le IBdata continue de grossir. D'accord ? Vous ne le libérez pas. Donc à un moment donné où ça va commencer à être délicat. Moins connu, l'InnoDB IO Capacity et IO Capacity Max. Ça permet de vous dire quel est le nombre d'écritures d'entrée-sortie que vous pouvez mettre et donner à InnoDB. Donc sur un SATA, vous êtes en gros 200-400. Sur un SSD, vous pouvez mettre au moins 2000. Selon le SSD que vous avez, vous pouvez monter un peu plus. Mais là, par exemple, effectivement, en termes d'InnoDB d'IO, vous pouvez commencer à donner un peu plus de ressources à votre moteur. MyISAM. Le seul, l'unique, key buffer size. Donc ça, c'est le paramètre effectivement qui stocke les index. D'accord ? Dans le moteur MyISAM, on ne stocke pas les données. Le cache, il est fait juste avec les index. Donc un key buffer size, il faut le calculer. En gros, combien il y a d'index et qu'est-ce que je vais mettre dedans. Alors pour ça, on prend deux valeurs qu'on a dans les statuts de MySQL. KeyRead, qui est le nombre de lectures d'index non satisfaites par le cache. Et KeyRead request, qui est le nombre de lectures dans l'index. Et ensuite, on fait un coup de Google et on applique la petite formule. En gros, vous devez rester proche de 100%. D'accord ? Donc, votre key buffer size, il doit couvrir tout votre besoin. Il faut savoir qu'un key buffer size par défaut, aujourd'hui, il est à, si je ne me trompe pas, 16 MB. Ça fait pas beaucoup. Et le nombre de fois où j'ai fait des audits sur des serveurs MySQL et qu'on arrive avec un beau serveur 32 corps, 32 Go de RAM, avec un key buffer size à 16 MB, on dit, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et c'est souvent le cas. Donc, au moins, mettez un key buffer size 128 MB et vous pouvez mettre 256. Vous risquez de voir une réelle différence sur votre moteur et sur vos requêtes. Ensuite, MySQL, qu'est-ce qu'il fait ? MySQL, quand il travaille, il fait des tables temporaires. Il a besoin de plein de tables temporaires. Des fois, quand il fait des unions, des distincts, des order by. Pour ça, il faut bien que MySQL arrive à regrouper tout ça et donc il fait des tables temporaires. Mais les tables temporaires, des fois, c'est très gros. Et quand c'est très gros, ça finit par finir sur le disque. Et là, quand votre table temporaire tape sur le disque, ça rame. D'accord ? C'est pour ça que les gens ils disent SSD, c'est bien. Ouais, le SSD, c'est super, c'est sûr que ça... Si tu n'as pas configuré ton MySQL, le SSD, il va vachement servir. Parce qu'on n'arrête pas de taper dedans. Donc, pareil, un petit show des statuts. Et on regarde le created TMP table. Donc, on voit ici le nombre de tables temporaires créées sur le disque sur le nombre total de tables temporaires. Bon. En recommandation, qu'est-ce qu'on nous dit ?
on lui dit qu'en gros, le ratio table sur disque doit être inférieur à 20%. D'accord? Il y a toujours des tables qui vont partir à un moment donné sur le disque. C'est pas très grave. D'accord? On pourrait s'approcher du 0%, on est content, mais déjà, si vous êtes à 20%, c'est bien. Faites vos calculs chez vous sur vos moteurs Maria ou sur MySQL, vous verrez que vous n'êtes pas à 20%. Pour ça, pareil, une petite formule qui permet d'avoir ce ratio, le nombre de disques temporaires fois 100 divisé par le nombre de tables créées au total, et vous avez votre ratio. Vous avez un autre ratio aussi, le createTMP table par rapport à l'uptime, c'est-à-dire combien j'ai de tables temporaires qui sont créées par rapport à la vie de mon serveur. C'est-à-dire que c'est pas pareil si mon serveur ça fait 6 mois qu'il est up que si ça fait 6 heures. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de voir ces paramètres-là qui évoluent dans le temps. Donc par exemple, ce createTMP table sur uptime en dessous de 20, ou encore le createTMP disque table, donc les tables temporaires créées sur le disque, là c'est bien d'être en dessous de 1 par seconde. Pareil, si vous faites ce calcul sur vos moteurs, pas gagné que vous y soyez. On va jouer sur variable dans my.cnf, donc qui est max heap tab size, qui est la taille maximale des tables memory, et tmp tab size, taille maximale de la mémoire utilisée par la table temporaire. En gros, ces deux valeurs, vous les mettez à l'identique. D'accord? Il y en a une qui va couper l'autre. Donc c'est les deux valeurs qu'on fait bouger souvent et on leur donne la même valeur. La question, c'est de savoir à quel niveau vous les mettez. Et bien, ça dépend de ces ratios-là. Toujours pareil. On regarde nos ratios et ensuite on notre heap tab size. Attention quand même à tmp tab size. S'il y a beaucoup de connexions simultanées, il est mangé sur toutes les connexions en parallèle. Donc si vous mettez un tmp tab size énorme, bah, si vous avez beaucoup d'accès concurrents, vous risquez quand même de flinguer votre mémoire. Toutes les requêtes ne vont pas forcément en mémoire, d'accord? Tout ce qui est une requête de select avec un texte ou un blob, bah, vous allez partir un peu sur le disque. C'est là que le SSD, le choix des disques est bon. Ensuite, on continue avec le cache. Le cache, c'est bien ou pas? Donc on va voir d'abord pourquoi c'est bien. Le cache des requêtes, bah, si vous avez le résultat du select qui est mis en mémoire, au deuxième fois qu'on fait un select, on envoie immédiatement le résultat. Donc la requête n'est même pas exécutée. Hein? Donc là, on gagne toutes les opérations de savoir si la requête a été cachable ou pas, hein, l'exécuter, le plan d'optimisation. Là, ça va bien marcher. Effectivement, quand vous mettez le cache en place, bah, vous avez une différence. Heureusement, maintenant, le cache sur les moteurs 5.6, d'accord, je ne sais pas sur quelle version vous êtes, mais on va dire que vous n'avez pas passé encore sur les SQL 8. Le cache est quand même activé par défaut. À une époque, il n'était pas du tout. Donc c'est pareil, on avait l'air de magicien. On est passé d'un site qui répondait en 6 secondes à 300 millisecondes. Quoi. Mais tout passe pas en cache, d'accord? Les requêtes qui sont non déterministes. Donc si vous avez dedans un AO, un UUID, un current date, bah, ce select il passera pas en cache, forcément. Le select sur les tables temporaires passe pas en cache. Le select dans les procédures stockées passe pas en cache. Les syntaxes différentes. Est-ce que vous saviez que les syntaxes différentes passent pas en cache? C'est-à-dire que si vous mettez un espace sur la requête, c'est pas la même requête. Pas de cache, vous avez deux caches différents. Mais on garde espoir quand même et on regarde les paramètres de configuration du cache. Donc pareil, on regarde les variables. On a nos variables de définition qui sont query cache limit, query cache min res unit, ok. Qu'est-ce qui va nous intéresser surtout? Bah, c'est la taille du cache global, query cache size. Le query cache limit qui vous donne la taille maximum du résultat d'une requête. Donc en gros, si votre requête, le résultat il fait plus de 8 mégas, je la mets ou je la mets pas en cache, à vous de choisir. Le query cache min res unit qui est la taille minimum du bloc de stockage dans le cache. Donc ça pareil, alors ça c'est un peu plus compliqué, c'est sur la fragmentation du cache. En gros, si votre cache il se fragmente énormément, il faut diminuer un peu votre min res unit, ça va vous permettre d'avoir moins de fragmentation.
Par contre, plus d'opérations. D'accord? Plus vous augmentez votre taille de stockage, moins vous avez d'opérations, plus vous diminuez, plus vous avez d'opérations. Et le query cache type, donc à on pour le faire, pour l'activer, à off, pas de cache, et le demande. Aujourd'hui, c'est possible de mettre le query cache type en demande, et vous allez vous servir de SQL cache, SQL underscore cache ou SQL underscore no cache dans vos requêtes SQL, dans votre application, pour choisir qu'est-ce qui va en cache, qu'est-ce qui ne va pas en cache. Et pour trouver les bonnes valeurs, pareil, les petits ratios. Donc on va regarder tout ce qui est Qcache, donc Qcache free block, Qcache free memory, Qcache sheet, Qcache insert, Qcache lui-même. Donc on en a un paquet. En même temps, c'est normal parce que surveiller le cache, c'était pas facile. Il y en a 3 en gros à retenir. Le free memory, l'espace libre du cache. Bah, si vous avez un tout petit free memory, c'est que forcément peut-être que votre cache il est un peu petit. Hein, donc c'est bien d'augmenter parce que si votre cache il est trop petit, votre moteur il va passer son temps en fait à enlever des requêtes pour remettre des requêtes en cache. Vous allez passer plus de temps en fait à enlever les requêtes et à mettre en cache. Il reste 115 minutes, c'est cool. Le Qcache low-mem prints qui est le nombre de requêtes supprimées du cache et le Qcache hit qui est le nombre de hits. Et on se sert toujours pareil, et ben d'autres requêtes comme le com-select qui est le nombre de selects que vous avez dans votre base et l'uptime. Il faut toujours regarder ces valeurs par rapport à la période que vous avez sur votre serveur. Depuis combien de temps le service est démarré. Et on va calculer des taux. 100 fois cache hit comme select. OK. Un taux de hit, un taux d'insertion. Donc ça, c'est pas mal. En principe, si les deux taux sont élevés, c'est que vous avez peut-être un cache qui fonctionne. Ou pas, parce que est-ce qu'il vaut mieux, est-ce que c'est 60% de 100 requêtes par seconde ou 99% d'une requête par seconde. Donc en fait les taux, vous pouvez leur faire dire un peu n'importe quoi. Hein. Et plein d'autres taux. Alors là, vous avez une série sur tous les taux que vous pouvez calculer. Les importants, c'est en gros le taux de hit, d'accord? Il faut avoir un bon taux. L'exemple à ne pas faire, bah, c'est de se dire bah, je vais mettre un gros query cache size, je vais mettre un gros cache. Bah non, parce que plus votre cache est gros, plus vous allez avoir des problèmes. Parce que le système de cache en MySQL, il est quand même pas super. Donc un query cache size de 512 MB, vous risquez d'avoir des petits problèmes de perf et d'avoir un meilleur gain si vous ne le mettez pas du tout. Pareil sur le query cache limit, mettre 128 MB de taille de requête. Si vous avez vraiment des très grosses requêtes qui arrivent à passer dedans, et ben, vous allez avoir des problèmes de fragmentation. Et aussi, votre moteur va passer son temps en fait, à enlever des requêtes, à remettre des requêtes, à enlever des requêtes, à remettre des requêtes. Donc un query cache size pas forcément plus grand que 50 MB, ça le fait. Testez et vous verrez vos différences. En fait, ce qu'il faut faire pour tester l'optimisation, c'est benchmarker son application. Le cache, c'est pas si bien si vous avez trop de requêtes en écriture. Il y a un système d'invalidation. D'accord? Donc à chaque fois que vous faites une modification sur une table, il va enlever toutes les requêtes qui sont liées à cette table dans le cache. Ça prend du temps. Vous n'en rendez pas forcément compte. Si vous avez beaucoup de requêtes différentes, pareil, pour chaque requête passée, il va regarder si la requête elle est cachable ou pas cachable. Même si la requête elle ne doit pas passer en cache, il va quand même regarder si elle est cachable ou pas cachable. Donc en fait, le cache, bah, pour chaque requête, vous rajoutez un petit bout. Un cache trop petit, bah, c'est ce que je vous disais, il va arrêter aussi beaucoup d'accès concurrents. Si vous avez beaucoup d'accès concurrents, alors là vous avez un système en fait de verrou de cache qui est horrible, qui est mal fait, et donc du coup vous allez avoir une perte de perf. Donc en fait pas de cache quoi. Faut rater le cache, d'accord? Mais SQL 5.7 le cache est déprécié. Mais SQL 8 il n'y a plus de cache. Et ouais. MariaDB donne sur sa doc en réponse courte query cache type mettez à off et puis query cache size à 0. Vous pouvez toujours regarder le cache si vraiment vous avez un petit WordPress, ça marche. Et dans tous les cas, pas en dev. Arrêtez de mettre la même conf avec le cache en dev. Quand vous êtes en dev, vérifiez, vous mettez le cache à 0 et vous vérifiez que vos requêtes elles marchent. D'accord, que vous ne faites pas des requêtes de bourrin et qui prennent 10 secondes et que vous avez l'impression que ça marche bien parce qu'en fait, vous avez fait la deuxième fois que vous rafraîchissez votre page. En plus, en dev, vous n'avez jamais d'insertion. Vous êtes toujours en train de faire des requêtes en train de select, donc c'est faux. D'autres caches utiles. Table open cache. Nombre de caches ouverts pour chaque thread. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est le cache, quand vous ouvrez une requête, il va garder
MySQL, la définition de la table en mémoire. Donc ça, il faut y aller. C'est le nombre de caches ouvertes par FRID. Un table open cache à 4000, c'est pas choquant. Et vous verrez que par défaut, ça ne l'est pas du tout. Un table définition cache aussi, il garde en mémoire la définition de la structure de la base. Pareil, là, vous mettez un peu plus que le nombre de tables que vous avez et vous allez gagner en perf. Les FRID. Bon, ça, on ne gagne pas suffisamment. Aujourd'hui, sur MySQL 5.7, la création de FRID, elle est vraiment ridicule. Donc, ils ont fait des progrès, il n'y a plus besoin de les mettre vraiment en cache. Mais bon, on peut. Les slow queries. Ce qui est important aussi quand vous faites de l'optimisation, c'est de vérifier vos slow queries. Alors, vous mettez soit de façon temporaire, soit de façon globale, vous activez votre slow query log et vous dites, voilà, je veux toutes les requêtes qui font plus de 10 secondes. Comment on étudie les slow query? On regarde le fichier de log, on regarde les requêtes passées, et puis on diminue 10 secondes, 7 secondes, 3 secondes. Petit à petit, on étudie nos requêtes. Mais est-ce qu'une requête de 7 secondes qui arrive une fois par semaine est plus importante qu'une requête de 1,4 secondes qui se produit 700 fois? La réponse est non. D'accord? Donc en gros, on a des outils pour vérifier notre slow query, et ça, il faut les utiliser. MySQL dump slow, ça c'est un binaire, il est fourni avec, il est sur le serveur. Vous êtes simple utilisateur, faites MySQL dump slow, si vous avez accès en lecture au fichier de log de MySQL, vous pouvez le lancer. Et ça va vous donner déjà une première vue sur les slow queries. Un meilleur outil, de Percona, PT Query Digest. Ça c'est très bien aussi. Vous avez le nombre d'appels, il fait toutes des stats en fait sur ces appels, le ratio de temps qui est pris, et en gros, vous vous concentrez sur les meilleures requêtes. Quand vous faites sur un serveur de dev, faites-vous une petite session avec un long query time. Arrête de mettre la pression. Un long query time à 0. T'as faim? Long query time à 0, et donc du coup, pendant 2 heures, vous faites tourner un peu votre application, vous récupérez votre grosse slow queries, et puis vous faites une petite étude avec PT Query Digest. Et là, vous pouvez travailler les requêtes qui vous intéressent. Anemometer, j'ai réussi à le dire. Alors ça, c'est une petite interface web qui compile en fait les données de PT Query Digest. C'est sympa, ça fait une jolie interface. Vous pouvez choisir pas mal de trucs. Et c'est un peu plus lisible pour votre PT Query Digest. Hein? Mais tu ne peux pas grepper. Ouais. Les index. Ouais, c'est bien d'optimiser les moteurs, mais enfin, mettez des index. C'est quand même mieux. Donc on peut loguer les requêtes qui sont sans un get. Alors oui et non, c'est bien parce que les index, on n'en met pas forcément partout. D'accord? Donc vous allez voir des requêtes passer, vous dites ah, il n'y a pas d'index, c'est le drame. Non, pas forcément. Il faut toujours avoir un petit peu de jugeote sur est-ce que c'est le drame ou pas que j'ai pas mis d'index. Toujours avoir une clé primaire. Ouais, ça paraît débile, hein. Je tombe encore sur des tables où il n'y a pas de clé primaire. Et toujours avoir une clé primaire, merci, même sur l'InnoDB. l'InnoDB Cluster, en fait, fabrique forcément une clé primaire. Donc même si vous n'avez pas de clé primaire, InnoDB va fabriquer une clé primaire qui est cachée et que vous ne verrez jamais. Alors que si vous avez une clé primaire, il va s'en servir. L'index sur les foreign key. Truc de vraiment les 3 conseils de base. Et les index sur les conditions, les order by. D'accord? Donc si vous avez souvent le même where ou le même order by, nom, virgule, prénom, faites un index sur nom, prénom. D'accord? Donc c'est les index sur multicolonnes. Jugez de la pertinence d'un index selon sa sélectivité. Mettez pas un index sur homme-femme. Vous avez 50%, 50%. L'index, il ne sert à rien. Il va prendre de la place. Et de toute façon, MySQL va prendre du temps pour regarder si c'est intéressant de prendre l'index ou pas. Il ne va pas le prendre. Parce que ce sera plus rapide en séquentiel. Donc la sélectivité de l'index, elle est importante. Un index qui marche bien, c'est un index qui est sélectif, qui permet d'aller trouver très vite dans quelle page se situe la donnée. Sur une table commune qui est à 100 lignes, c'est pas la peine d'avoir un index, d'accord? Ce sera aussi rapide en séquentiel. Un index composite AB peut utiliser A seul, mais pas B seul. C'est-à-dire quand vous avez un index sur plusieurs colonnes, vous pouvez utiliser, MySQL est capable d'utiliser la première colonne comme un seul index. Depuis 5.7, maintenant, il vous dit, quand vous créez un nouvel index, il vous dit attention, vous avez déjà un index en double possible. Donc c'est pas la peine d'avoir un index sur A et un index sur AB. Vous faites un index sur AB, ça suffit, quoi. La maintenance, les tables fragmentées. Ça aussi, faut le faire des optimize. Ça paraît bête, hein, mais le nombre de fois où on arrive sur des tables qui sont complètement fragmentées, on vérifie avec une requête quelles sont toutes les tables qui sont fragmentées sur notre moteur.
et puis on lance un petit optimize stable. Ok. Attention à faire des optimize sur les serveurs en réplication, c'est pas aussi simple. Ou de façon périodique. Vous avez un petit outil MySQL Optimize. D'accord? On lance -o, -a, -ru, root, -p. Bah, lancez-le quoi, une fois par semaine. Ou une fois par mois. Les tables MyISAM, elles vont être défragmentées, espace disque vidé, d'accord? Et pour les tables InnoDB, bah, l'optimisation consiste en, c'est un petit alter tab qui récupère l'espace disque. Si vous avez des index, ils vont être réindexés les statistiques de requêtes mises à jour. Donc il faut faire des optimize. Optimisation système sur MySQL, un processeur, beaucoup de corps pour les accès concurrents, d'accord? MySQL ne fait pas des requêtes parallèles, il utilise un processeur par requête. Donc si vous avez beaucoup d'accès concurrents, il faut avoir beaucoup de corps. Avoir des gigahertz, d'accord, avoir 32 corps à 2 GHz, ça ne sert pas à grand chose sur un MySQL. Pareil, il y a beaucoup de gigahertz, vous avez de la réplication, si la réplication elle rame un peu, c'est normal, MySQL il a un pros pour la réplication. Et pareil pour la gigahertz, bon, il y a des trucs sur le power save. Les disques, séparation des flux, journal binlog sur disque distinct. Faites pas de RAID 5 et de séparer les flux sur des partitions différentes. Le RAID 5 ça attaque tous les disques. Donc ça c'est l'horreur aussi, c'est pareil. On ne fait pas du RAID 5 sur des moteurs de base. Ou alors vous faites plusieurs RAID 5, mais là c'est que vous avez beaucoup de moyens. Privilégier les SSD et NVMe. Gain significatif sur les bases non optimisées. Mais gain quand même. Franchement ça nous a sauvé la vie les SSD. Les options no time, no dir time pour éviter que le système mette le flag de quand le fichier a été modifié pour la dernière fois. Ça sert à rien, on s'en fout sur un moteur. La RAM, rôle crucial. Donc assez pour mettre en cache. Au moins suffisant pour les données chaudes. Si vous avez une base de 100 Go, peut-être que vous n'avez que 10 Go qui modifient par jour, vous pouvez rester sur 10 Go. Le swappiness, pareil, si vous avez un swappiness large. Le swappiness, c'est à partir de quand votre système Unix va commencer à prendre de la swap. D'accord? Par défaut, il est à 60. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand il reste 40. À partir du moment où 60%, quand il reste 60%, il commence à prendre de la swap. Ou 40%, je ne me rappelle plus. Si, c'est ça. Quand il reste 60%, il va commencer à taper dans la swap. Donc vous passez à 10, ça veut dire que quand il ne reste plus que 10% de RAM, il va commencer à taper dans la swap. Donc comme aujourd'hui on a des petits serveurs à 16 Go de RAM, ça fait une différence quand même pour utiliser la RAM sur le serveur. Les outils d'audit, tout ce qu'on a vu sur calculer les taux, vous avez des petits outils qui le font tout seul. MySQL Tuner, Tuning Primer. Donc là il suffit de les récupérer, vous les lancez. Après, ce qu'il dit, c'est pas forcément la fin du monde, quoi. C'est pas parce qu'il y a un rouge ou deux rouges sur certains trucs que c'est faux, quoi. D'accord? Ça reste des outils. Le mieux, c'est de checker votre application, est-ce qu'elle répond ou est-ce qu'elle répond bien? Est-ce qu'elle répond pas ou est-ce qu'elle répond mieux? Même dans PHP Main, il y a des conseils. Vous allez dans les variables d'état, vous avez des conseils. Et en gros, le meilleur truc, celui qui déchire tout, avec MySQL. Là, vous êtes sûr d'avoir de la perf. Et d'ailleurs, par rapport à Postgre, rendez-vous le 19 juin, PGDay France à Lyon. pgday.fr, il reste des places. Vous pouvez vous inscrire. Merci pour le regard, merci à tous. Et voilà, j'espère que ces petits trucs et astuces sur MySQL vous auront plu. Combien de temps il reste? Combien de temps il reste? On a le temps pour une question. Ah, attends, avant la question, parce que ouais. Greg il va poser des questions, ça va être compliqué. Mais au pire, vous faites les questions en solo et nous on va manger. Alors après, bon, je ne savais pas si je les mettais pas ou pas dans la presse parce que je me dis, faut peut-être pas Ah non, t'avais un tiroir des, à slide en plus. des secrets. Donc ça c'est chut, coupe la vidéo. L'optimisateur de requêtes.
Vous voulez faire un carton, faire marcher un Magento correctement. C'est important. Hein. Vous mettez l'optimisateur, la profondeur de recherche à 7. En gros, ça veut dire que quand vous avez des grosses requêtes avec 35 jointures, comme Magento, il y a un moment donné où votre moteur il va passer plus de temps à calculer la meilleure façon de faire 35 jointures. Vous passez l'optimisateur Search Depth à 7 et vous avez plus de problème. Donc dès que vous arrivez sur une base ou avec des jointures de malade mental, il faut bouger cette requête. Et là, vous allez avoir de la perte parce qu'on s'en fout de passer 90 millisecondes ou 200 millisecondes à savoir quel est le meilleur plan d'exécution. D'accord. Et le MySQL TMP, si vous avez du SSD, vous pouvez aussi passer en RAM. Donc vous faites un petit TMP FS pour le répertoire temporaire de MySQL. Et là aussi, vous allez gagner. Alors attention à manier avec précaution parce qu'il faut que vous y ayez donné suffisamment. Hein. Voilà, et ça déchire, quoi. Merci Max. Du coup, il n'y a plus de temps pour les questions. Du coup, vous l'avez rien que pour vous maintenant, tout de suite, autour d'un super buffet. Si on peut poser des questions. Non, mais bien sûr. Si vous avez une question, c'est maintenant. Tout sauf Greg. Ah, Greg. Non, vas-y, c'est parce que ça va être compliqué, je sens. C'est une question pas compliquée, justement. C'est sur le... philosophique, presque. Le Kerry Cache qu'ils vont désactiver en MySQL 8. Ouais. Du coup, il ne faut pas inciter les gens à l'utiliser, vu qu'il va être désactivé. Et j'avoue que j'ai lu plein de trucs et je ne comprends pas. En fait, ils disent un peu comme toi, il y a plein de cas où c'est piégeux, il ne faut pas l'utiliser ou autre. Mais il y a des cas où ça sert. Et le fait qu'il soit complètement désactivé en MySQL 8, j'ai du mal à comprendre cette position. Quel est ton avis là-dessus? Ça, c'est une question compliquée. Mon avis, c'est que comme il est mal utilisé et que les gens ne font pas attention, je pense qu'ils préfèrent le désactiver. Ah, mais là, ils le virent complètement. Oui, ils le virent. Non, mais le désactiver, le virer. Que continuer à utiliser. Après, MySQL 8 reste brandé Oracle. Ils veulent monter quand même sur un moteur qui soit fort en termes d'accès concurrent. Et si tu as beaucoup d'accès concurrent et que le cache est activé, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc ça voudrait dire rester avec un moteur qui est dédié à des petites bases ou à des petits besoins. Ils voudraient vendre Oracle, c'est ça? Ils vendent bien MySQL 8 Cluster déjà. Donc forcément, MySQL 8 risque quand même, un jour ou l'autre, vous migrerez tous sur MariaDB, quoi. Ou Postgre. Ou Postgre. Mais je suis d'accord. D'ailleurs, MariaDB conseille de le désactiver, mais il l'a laissé en place quand même. Allez, il faut y aller, monsieur. Bon, merci Max, merci à tout le monde.